Je considère la contribution britannique, si vous voulez utiliser ce mot, contribution malveillante, comme l'une des choses les plus dangereuses que l'Occident fait à ce stade. Elle a soutenu simplement chaque mauvais jugement sur l'Ukraine tout au long. Et cela remonte à loin. Je veux dire, Washington, l'Amérique a hérité de cette ancienne hystérie à propos de la Russie. Et pensez-vous que toute cette offensive syrienne soit une pure coïncidence, étant donné qu'elle se déroule à la toute fin de la présidence russe des BRICS? Ou est-ce quelque chose qu'Erdogan aurait pu avoir en tête? Parce que vous savez, à la fin du mois, la Russie ne dirigera plus le groupe. Ce sera le Brésil ensuite, si je ne me trompe pas. Donc, dans la dynamique des BRICS, c'est assez important, car la présidence tournante est celle qui coordonne essentiellement tous les Sherpas et qui recommande ensuite qui pourrait être considéré pour rejoindre ou non. Et bien sûr, je veux dire, il n'y a pas de secrétariat central, mais la présidence est ce qui se rapproche le plus d'un organe organisateur. Et celle-ci tourne. Donc, le fait que la Russie soit maintenant hors jeu pourrait en fait jouer en faveur de la Turquie en continuant sa relation avec elle, tout en poursuivant son adhésion à l'OTAN et en montrant en fait à l'alliance de l'OTAN qu'elle est un membre utile, n'est-ce pas? Oui, le calcul est très difficile pour la Russie et la Turquie. Mais comme je le dis, je pense qu'à long terme, la relation turco-russe est probablement plus importante que la relation turco-OTAN, qui n'a pas vraiment apporté beaucoup de récompenses à la Turquie. En fait, l'OTAN, je pense, se trouve dans cette situation très étrange où les Américains et certains Européens sont assez furieux du jeu plutôt lâche de la Turquie, prêts à acheter des missiles défensifs russes expressément contre les souhaits de l'OTAN. Mais ironiquement, je pense que l'OTAN a plus besoin de la Turquie que la Turquie n'a besoin de l'OTAN. Et j'ai l'impression que la Turquie accordera probablement plus d'importance à sa relation avec la Russie et estimera qu'elle peut s'en sortir ainsi, à moins de commettre un acte flagrant, ce que je ne prévois pas pour le moment. Je ne suis pas sûr que le calendrier de la présidence de la Russie soit vraiment un facteur dans cette situation, ni même la présidence de Trump. Il est très difficile de dire quels ont été tous les facteurs dans la réflexion russe, mais je pense qu'ils ont été assez sages de décider de ne pas s'impliquer en tant que nation, contrairement à, disons, un membre des BRICS, qui ont été sages de ne pas s'impliquer dans cela. Ils n'en ont tout simplement pas besoin. Je ne pense pas que les BRICS veuillent se retrouver dans ce genre de situation s'ils peuvent l'éviter. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas tout réfléchi, mais je ne suis pas au courant de situations où les membres des BRICS seraient en désaccord les uns avec les autres. Il se peut bien qu'il y en ait, et s'il n'y en a pas maintenant, cela viendra sûrement d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que les BRICS ne sont certainement pas dans une logique de sécurité collective ou d'accord de sécurité. C'est beaucoup plus axé sur le développement et le travail vers la paix, ce qui peut attirer un certain nombre d'acteurs, plutôt que de se lancer dans le jeu de la sécurité, qui est bien sûr le jeu favori de Washington, et le seul jeu à bien des égards. La question est de savoir si les BRICS resteront opérationnels, même lorsque leurs membres sont en désaccord. Et jusqu'à présent, l'approche des BRICS a été de construire des infrastructures, n'est-ce pas? Ou d'envisager des infrastructures. Et vous venez de mentionner le mot en T. Alors parlons de M. Trump, car M. Trump a récemment dit des choses qui m'ont surpris. Il a dit que si les BRICS veulent s'éloigner du dollar américain, alors il va leur imposer d'énormes tarifs. N'est-ce pas? Et s'ils osent créer leur propre monnaie,
ce que, soit dit en passant, personne ne veut faire au sein des BRICS. Je veux dire, ce serait une chose stupide à faire. Vous ne voulez pas imiter les Européens avec l'euro. C'est un désastre en cours, et je pense que les gens le voient. Mais pour une raison quelconque, Donald Trump semble croire qu'il est possible de menacer tout le monde au sein des BRICS, ce qui, à ce stade, représente pratiquement la moitié du globe, essentiellement juste avec la Chine et l'Inde, n'est-ce pas? Presque cela. Comment pensez-vous que l'administration Trump réagit ou travaille maintenant avec cette alternative émergente? On répète souvent que les BRICS ne sont pas anti-occidentaux, ils sont non-occidentaux. Mais c'est peut-être déjà quelque chose que l'administration Trump semble considérer comme une insulte. Oui. Je ne donnerai pas trop d'importance à ce que Trump dit en ce moment, ou en fait la plupart du temps. Ce que Trump dit est un peu lancé pour voir quelle sera la réaction. Cela peut être de la fanfaronnade. Je suis d'accord que c'était une remarque très provocante en réponse aux BRICS. Je pense que c'était une sorte de remarque improvisée et ne représente pas nécessairement une politique soigneusement réfléchie. Je veux dire, il n'est même pas encore au pouvoir. Donc je ne pense pas que nous assistions à une politique ferme. J'espère que non. J'espère que nous n'assistons pas à une politique ferme gravée dans le marbre envers le reste du monde. Il y a beaucoup d'autres personnes. Je veux dire, l'une des figures qui m'intéresse beaucoup est Elon Musk, car je pense qu'Elon Musk, à bien des égards, représente une véritable vision du monde des événements, qu'il est très important de vérifier, peut-être certaines des positions idéologiquement plus extrêmes que certains des autres nommés de Trump ont avancé. Donc je suis sûr que Musk ne conseillerait pas à Trump d'entrer en conflit direct avec les BRICS, alors que tout cela commence à peine. Il y a beaucoup de choses que je pense être des remarques mal considérées, simplement lancées, que je ne prends pas encore trop au sérieux de toute façon. Mais même si les remarques ne doivent peut-être pas être prises trop au sérieux, les nominations ou les nominations prévues, je veux dire l'annonce des personnes qu'il veut dans son cabinet, ces personnes me semblent très très importantes, car elles sont les secondes en charge qui vont diriger des parties très très importantes de cette administration. Malgré toutes ces promesses de ne pas nommer ou de ne pas travailler à nouveau avec les néocons comme avant, il n'a jamais dit qu'il ne travaillerait pas avec des néocons, mais il a dit qu'il ne nommerait pas les mêmes personnes qu'avant. Et il a effectivement écarté Pompeo et Haley, ce qui est bien, mais maintenant il a fait venir Walt, il fait venir Rubio, et ainsi de suite. Que pensez-vous de cela? Sommes-nous simplement en train d'échanger un groupe de néocons contre un autre maintenant? Je ne sais pas. Je ne pense pas que quiconque le sache vraiment encore. Mais nous savons que Trump a un historique d'actions imprévisibles et de nominations rapides, qui étaient souvent malheureuses. Je veux dire, nous pouvons nous souvenir de la rapidité avec laquelle il a changé de secrétaire d'État, passant de, j'oublie le nom du gars, qui était l'ancien cadre supérieur du pétrole, qui était vraiment dépassé. Oui. Et puis en amenant l'indicible Pompeo. Mais même Pompeo était en désaccord avec lui. Et c'est intéressant. Nous pouvons voir maintenant Pompeo exclu. Il y a tellement de contradictions, même au sein des nominations que nous voyons Trump a faites. Certaines des nominations me consternent, mais on ne sait jamais quand quelqu'un accède à des postes de pouvoir et de responsabilité que ses opinions pourraient changer. Mais oui, je suis consterné par le secrétaire d'État. Je suis consterné par Waltz. Je suis consterné par le nouveau conseiller à la sécurité nationale. Il y a un type appelé Ogurka qui était un vrai néoconservateur dans beaucoup de situations au Moyen-Orient.
Mais ensuite, nous avons Ron, j'ai un trou de mémoire pour le moment. Non, Ron Paul, qui est très libertaire, qui est très opposé à la guerre et aux hostilités et à l'implication dans ces choses, qui est du côté de la paix, si vous voulez utiliser ce terme. Et aussi Tulsi Gabbard, c'est très dans ce moule. Et je ne sais pas qui d'autre peut conseiller. Encore une fois, nous ne savons pas vraiment ce que Musk murmure à l'oreille de Trump. Mais je suis content qu'il soit là, parce que je pense qu'il est une voix plus responsable, non idéologique dans tout cela. Quoi qu'il en soit, je dis juste qu'il y a un mélange de groupes au sein de ces nominations qui sont en désaccord, très profondément en désaccord les uns avec les autres idéologiquement et stylistiquement. Pensez-vous que c'est intentionnel? Pensez-vous qu'il essaie de composer un cabinet qui sera constamment en conflit pour qu'il soit plus facile de les gérer tous? Je veux dire, cela pourrait être une stratégie, mais peut-être que cela surestime son... Non, je ris seulement parce que je pense que cela a un certain sens. Je pense qu'il y a eu une sorte de logique démoniaque dans bon nombre de ces nominations. Certaines d'entre elles, je pense qu'il les a simplement proposées pour apaiser les libéraux et les adoucir, afin que lorsqu'il en viendra aux personnes qu'il préférerait nommer plus tard, à ce moment-là, ils auront tellement combattu contre ces nominations précédentes et auront dépensé tant d'énergie sur ces nominations qu'ils accepteront plus volontiers les nominations suivantes. Je ne sais pas. Il y a un célèbre proverbe chinois qui dit « Tuez le poulet pour effrayer le singe ». En d'autres termes, si vous faites quelque chose de terrible sur quelque chose de moins coûteux, vous pouvez effrayer les autres pour qu'ils prennent plus de mesures. Donc je pense que certaines de ces nominations antérieures, peut-être que je suis naïf, je ne sais pas. Nous sommes conçus pour choquer les libéraux et d'autres et préparer le Congrès à accepter ces nominations ultérieures. Mais qui sait? C'est Trump. Et d'ailleurs, je devrais juste ajouter qu'une des choses que je considère presque légèrement en sa faveur, c'est que lorsque nous regardons des personnes comme Harris et Biden, nous savons exactement quelles ont été et seront leurs politiques s'ils étaient arrivés au pouvoir ou restaient au pouvoir. Et du moins de mon point de vue, j'étais intensément opposé à ces politiques. Je parle principalement de politique étrangère. J'étais opposé sur un certain nombre de ces questions. Mais avec Trump, nous ne pouvons pas dire que nous savons exactement ce qu'il va faire. S'il y a une lueur d'espoir à cela, c'est peut-être qu'il va changer d'avis. Il est incertain. Il y a une sorte de folie dans certaines de ces nominations. Mais c'est mieux que le désastre connu que je pense être venu avec l'équipe Biden-Harris. Quelle influence les démocrates auront-ils pour être une épine dans le pied de la nouvelle administration et pour faire dérailler des politiques qu'ils savent que Trump aimerait mettre en œuvre pour être constructif, n'est-ce pas? Je veux dire, l'une des choses que nous savons, c'est que les démocrates sont déterminés à essayer de continuer la guerre en Europe, n'est-ce pas? Ils essaient de rassembler autant de soutien que possible pour l'Ukraine et d'isoler l'OTAN de tout ce que Trump pourrait faire pour provoquer les Russes. Je veux dire, vraiment à un point que même pendant la guerre froide était impensable, n'est-ce pas? Des frappes directes contre la mer Russie, espérant que la Russie réagisse de manière excessive, ce qui justifierait une invasion totale de l'OTAN. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Mais pensez-vous qu'ils essaieront de continuer ce jeu en coulisses avec les Européens? Parce qu'il y a des moyens de fracturer les États-Unis, pas seulement en politique, mais dans ce que vous pouvez faire avec l'administration, n'est-ce pas? D'accord. Je pense que tu as raison dans ton analyse, Pascal, que c'est vraiment une sorte d'effort désespéré de dernière minute
de la part des démocrates et de l'administration Biden pour mettre des faits sur le terrain ou des faits dans le béton qui compliqueront les choses, sinon ruineront toute aspiration au changement que Trump pourrait avoir. Mais une fois que Biden n'est plus au pouvoir, je pense que la situation change un peu, et cette imprudence de Biden, cette imprudence de dernière minute, pourrait être plus difficile à maintenir. Et aussi, tu trouves même des gens comme J.D. Vance, qui est très opposé à la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'ils sont importants, et Trump lui-même. Je pense donc qu'ils sont des acteurs très importants. Et même s'il peut y avoir de nombreux détracteurs de la Russie, de nombreux épouvantails russes, ils n'auront peut-être pas le même pouvoir une fois que la nouvelle administration et le nouveau Congrès seront en place. Et espérons que l'élément britannique, nous n'en avons pas parlé, mais je considère la contribution britannique, si vous voulez utiliser ce mot, contribution malveillante, comme l'une des choses les plus dangereuses que l'Occident fait à ce stade. Cela a simplement soutenu chaque mauvais jugement sur l'Ukraine tout au long. Et cela remonte à loin. Je veux dire, Washington, l'Amérique a hérité de cette ancienne hystérie à propos de la Russie. Je veux dire, vous savez, cela remonte profondément dans l'histoire européenne, lorsque les églises orientales et occidentales se sont séparées en 1054, en églises orientales et occidentales, catholiques et orthodoxes orientales. Cela a exaspéré l'Occident. Lorsque la révolution communiste est arrivée et les bolcheviks, cela a vraiment bouleversé la classe capitaliste en Occident. Les États-Unis ont toujours été terrifiés par le communisme. Les Britanniques ont toujours été terrifiés par la Russie en tant qu'adversaire géopolitique. Je veux dire, ça remonte à des centaines d'années. Vous savez, la Russie menaçant la domination britannique sur l'Inde. Ils craignaient que la Russie ne descende par les montagnes, par l'Himalaya, et ne s'en empare. Cela a un arrière-plan et une histoire ancien, très ancien. Et les États-Unis ont simplement adhéré à cette phobie continue, presque hystérique, de la Russie. Oui, mais cela nous a rapprochés d'un échange nucléaire en Europe plus que jamais auparavant. Et parlons des Européens, parce que je suis suisse, je suis européen, et je ne peux pas croire que toute la partie occidentale de ce continent semble prête à risquer un échange nucléaire en Europe, surtout les Allemands, qui devraient être très conscients que leur déploiement avancé de troupes américaines est un déclencheur. Les Russes n'oseraient pas, mais si les Russes osent, alors ils sont tous morts. C'est un jeu de tout ou rien. Et si c'est rien, c'est surtout pour la nation allemande que ce sera rien du tout. Comment vous expliquez-vous autant de bonheur suicidaire, comme la roulette russe européenne qui se déroule? Comment cela a-t-il du sens pour vous? Pascal, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment du mal à comprendre cela. Et j'ai demandé à beaucoup de mes amis européens et à des personnes qui suivent la politique européenne. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs en jeu, dont aucun ne me satisfait pleinement. Mais d'une part, l'adhésion européenne à l'OTAN a été extrêmement pratique. Laissez les États-Unis faire le gros du travail. Laissez les États-Unis apporter toutes leurs armes ici. Laissez les États-Unis nous protéger. Laissez les États-Unis payer pour tout. Et bien sûr, comme nous le savons, les républicains et surtout Trump ont râlé à ce sujet, se demandant pourquoi nous payons pour ce qui est essentiellement un service aux Européens. Deuxièmement, je pense que les Européens, je déteste le dire, mais je sens qu'ils sont en quelque sorte juste gras et heureux. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter des problèmes géopolitiques sérieux qui nécessitent certains sacrifices, peut-être des sacrifices financiers, des sacrifices stratégiques. Je ressens d'une certaine manière que le leadership européen est l'un des plus médiocres que j'ai vus n'importe où dans le monde.
Je veux dire, je ne suis pas un admirateur de la Russie en tant que telle. Mais quand on considère la qualité d'un diplomate comme Lavrov ou même Xi Jinping sur la scène mondiale, comparé aux véritables pygmées sur la scène européenne, qui semblent à peine en phase avec ce qui se passe, c'est un autre facteur. Je pense que les Européens ont été tellement socialisés à suivre l'agenda des États-Unis tant qu'ils sont, premièrement, protégés, et deuxièmement, qu'ils n'ont pas à payer pour grand-chose. Et avec les Britanniques, on a l'impression qu'ils chevauchent d'une certaine manière en tandem avec le pouvoir américain, juste pour montrer que la Grande-Bretagne est toujours une puissance à part entière. Tous ces facteurs se combinent pour les amener à vraiment négliger les choses, je pense, aveuglément et stupidement. Mais vous avez raison, c'est la meilleure explication faible que je puisse trouver. Un mauvais leadership, de la paresse, économiser de l'argent, et aussi la pression des États-Unis. Je veux dire, cette pression des États-Unis ne doit pas être minimisée. Elle est très très considérable sur tous les États européens. D'accord. En même temps, ce que nous voyons, c'est cette offensive dans les médias, n'est-ce pas, dans les médias traditionnels. Et vous savez, je n'ai jamais été aussi désespéré à ce sujet que je le suis maintenant, parce qu'il semble que cela mène l'Europe sur un chemin très sombre. Et je ne parle pas seulement du risque de guerre. Je veux dire, ce que nous voyons maintenant, ce qui se passe, je veux dire, encore une fois, la façon dont la Géorgie est rapportée est consternante. Et ce que nous voyons en Roumanie, c'est que nous venons d'avoir l'élection démocratique roumaine annulée parce que le mauvais candidat a gagné. Je veux dire, c'est un retour en arrière. Et les médias traditionnels nous vendent cela comme une mesure corrective, n'est-ce pas? Comme vous le savez, lorsque la démocratie ne produit pas ce qu'elle est censée produire dans les deux cas, la Roumanie et la Géorgie, alors, eh bien, il est important que des forces supérieures interviennent. Dans le cas de la Géorgie, comme les manifestants, n'est-ce pas, dont nous devons encore apprendre d'où ils viennent tous. Et deuxièmement, en Roumanie, comme les tribunaux, ce sont des révolutions de couleur. Ce sont des révolutions de couleur, oui. N'y a-t-il pas un énorme danger que l'Europe s'engage actuellement dans une spirale antidémocratique dont elle ne pourra pas se remettre? Pascal, je pense que tu as mis le doigt sur une question très très sérieuse, et cela m'a moi-même intrigué et profondément préoccupé. Je suppose que la première fois que cela a attiré mon attention de manière vive, c'était avec le début de la guerre en Ukraine. Lorsque j'ai commencé à observer, eh bien, je n'ai jamais eu beaucoup de respect pour les opinions de politique étrangère du New York Times, qui ont généralement été extrêmement anti-russes, extrêmement anti-chinoises, extrêmement pro-israéliennes et un certain nombre d'autres choses. Mais je me suis rendu compte que progressivement, la presse américaine, une fois que cette guerre en Ukraine a commencé, se mettait à chanter le même refrain. Et soudainement, vous savez, je regarderais généralement le Manchester Guardian, que je supposerais plutôt indépendant, ou la BBC, pas du tout. Je veux dire, tous ces médias ont adopté des voix uniques qui se font écho. Il n'y a pas de diversité parmi eux. Donc, je pense que quelque chose de bien plus effrayant se passe ici. Il y a une sorte de contrôle médiatique plus large. Je pense que cela vient des États-Unis en particulier, mais ça doit trouver une résonance en Europe. Cela signifie que nous avons très très peu d'opposition de la presse, de voix alternatives. Et vous en êtes une. Vous en êtes une. Et il y a des personnes comme Chas Freeman et le juge Napolitano, ainsi que de nombreuses autres personnes qui apportent des voix alternatives. Mais il faut connaître ces voix. Il faut les chercher, si vous voulez, pour les trouver, pour être informé par elles. Sinon, vous pouvez lire n'importe quel vieux journal en Occident maintenant,
et presque n'importe quel vieux journal en Europe et lire exactement la même chose, comme si cela venait d'un contrôle central. Que voudriez-vous, une sorte de ligne de Moscou sur l'Occident? Je pense que c'est extrêmement dangereux que nous ne voyions pas de division sérieuse parmi les médias grand public occidentaux sur des questions vitales, comme vous le soulignez. Ce qui me fait peur, c'est que je ne pense pas que cela soit contrôlé de manière centrale. Même s'il y a évidemment des intérêts et des organisations de renseignement comme la CIA aux États-Unis, qui divulguent stratégiquement certains documents, que le New York Times et le Washington Post reprennent ensuite, puis Reuters, et en aval les Européens. Je veux dire, la chaîne alimentaire est assez claire, mais elle n'est pas gouvernée de manière centrale. Ce qui me fait penser que c'est un moment idéologique. C'est une marche volontaire en ordre, ce qui arrive parfois lorsque les idéologies prennent le dessus, et elles sont très destructrices. Je veux dire, nous avons vu ce que l'idéologie a fait aux Chinois, n'est-ce pas? Le grand bond en avant. Fantastique. Ou la révolution culturelle. Fantastique. Nous avons vu ce qu'elle a fait à la Russie lorsque le stalinisme régnait en maître, et combien de millions de personnes elle a tuées en interne. L'idéologie est très très dangereuse. Alors voyez-vous des éléments de cela se produire dans la société européenne en ce moment? Peut-être beaucoup plus que les Américains. Car les Américains, selon moi, semblent beaucoup plus libres en termes de, vous savez, discuter et s'opposer réellement dans le processus politique. Alors que le processus politique en Europe est correctement figé en place avec la propagande. Oui, je pense qu'une des raisons, bien sûr, est que les États-Unis sont beaucoup plus grands et probablement plus diversifiés en général, et n'ont pas connu les terribles expériences que l'Europe a traversées, ce qui, je pense, apporte peut-être une plus grande prudence et peur. Et encore une fois, nous revenons aux raisons pour lesquelles il s'incline autant devant les États-Unis. Il a également été soutenu que c'est l'OTAN qui aide peut-être à empêcher les Européens de s'entretuer comme ils l'ont historiquement fait par le passé. Peut-être, je ne suis pas sûr de le croire, mais il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais au-delà de cela, je pense que tu as raison, Pascal. Je ne veux pas adopter une attitude conspirationniste, mais je dirais que des organisations comme le département d'État, comme la CIA, et peut-être certains types de think tanks idéologiques, si tu veux, sont capables de proposer une certaine ligne sur les questions contemporaines qui sont reprises par les médias grand public. Et de nombreux journalistes ont commenté que les journalistes contemporains sont beaucoup plus paresseux qu'ils ne l'étaient par le passé. Il y a beaucoup moins d'investigations sur ce qui se passe réellement, de journalisme indépendant. C'est tout simplement plus facile de prendre les informations du briefing du département d'État et qui va de toute façon remarquer la différence. Donc les médias alternatifs, je pense, sont une population de plus en plus menacée, comme vous le savez bien vous-même. Je pense aussi que cela touche à quelque chose de plus grand. J'ai ce vilain pressentiment que le monde occidental en tout cas, se dirige vers une sorte d'ordre politique. Je ne connais pas le meilleur mot. Faute de mieux, je l'appellerais fascisme, mais je ne le dis pas dans un sens péjoratif. Je le vois plutôt peut-être dans le sens italien d'une coopération ou coordination ou conjonction d'intérêts entre la vie corporative et la vie gouvernementale. Et je pense que c'était assez évident. Quelles que soient les mauvaises choses que Mussolini a faites, je veux dire, il était clair qu'il y avait une fusion du corporatisme avec le politique. Et je crains que cela ne devienne maintenant plus probable. De plus, à mesure que les médias américains se rétrécissent, ils sont achetés par des groupes de plus en plus petits d'hommes riches, le New York Times, le LA Times, le Washington Post,
Beaucoup d'autres sont détenus par des individus, ce qui rend le contrôle centralisé beaucoup plus facile. Vous avez alors ces choses très inquiétantes comme les, j'oublie le mot utilisé, vous y penserez, ou j'y penserai aussi, escouades de vérité, essayant d'identifier les fausses nouvelles, les fausses informations, la désinformation. C'est une chose très, très effrayante. Les vérificateurs de faits. Vérificateurs de faits, c'est ça. Je veux dire, il y a très peu de mensonges. Tout dépend des faits que vous choisissez d'interpréter et des faits auxquels vous accordez du poids. Donc je peux voir que, vous savez, déjà, je veux dire, je ne sais pas pour le New York Times, mais je pense déjà qu'il y a des organisations qui essayent de s'assurer. Je veux dire, même lorsque nous avons ces débats, quand il y a des vérificateurs de faits en même temps, il devient de plus en plus difficile, je pense, de parler indépendamment avec le gouvernement ayant une voix plus forte. Je veux dire, même récemment, je pense que le Congrès essayait de faire passer une sorte de loi pour criminaliser ou rendre un délit certaines critiques d'Israël. Je pense qu'en Allemagne, il existe de telles lois en vigueur, peut-être en ce moment. Je n'en suis pas sûr, mais quoi qu'il en soit, tout ce que je dis, c'est qu'il y a un plus grand degré de contrôle de l'État auquel les médias adhèrent et qu'ils soutiennent à leur manière. L'Europe pourrait être encore plus mal lotie. J'en sais moins que vous à ce sujet, et vous le ressentiriez de manière plus proche dans votre propre manière, très fine et indépendante. Il me semble que nous sommes à ce moment où les véritables autocrates, les véritables personnes qui estiment être les seuls à avoir le droit d'interpréter ce qui se passe, nous vendent, nous sous-vendent une forme d'autocratie légère, sous la bannière de la protection de la liberté et de tout le reste. Vous savez, d'une manière très similaire à celle où, pendant le Covid, la répression politique s'est faite sous la bannière de la protection, n'est-ce pas? Et je veux dire, que cela ait été juste ou non n'est pas la question, n'est-ce pas? Cela vient comme une protection. Nous sommes protégés dans de petites cellules compartimentées, protégés à l'écart, et protégés de certains types d'informations. Oui, parce que, je veux dire, si les gens commencent soudainement à développer leurs propres idées, non, nous devons les protéger des mauvaises idées, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Le problème, Pascal, c'est qu'il est plus facile que jamais pour les instruments d'État et les médias de contrôler ces choses. Il y a probablement 20 ou 30 ans, avant Internet et ce genre de choses, il était beaucoup plus difficile d'essayer d'exercer ce type de contrôle centralisé. Mais c'est devenu assez facile maintenant, avec les plateformes en ligne, les médias en ligne et le contrôle gouvernemental de ces médias. Oui, c'est pourquoi nous observons tout ce qui se passe avec YouTube. Et cet espace d'information ici, n'est-ce pas? C'est l'un de ces endroits où les discussions sont possibles, bien qu'avec beaucoup d'astérisques. Graham, y a-t-il un autre sujet dont tu voulais parler? Parce que sinon, nous approchons de la barre des 50 minutes. Nous avons déjà dépassé la barre des 50 minutes. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, où peuvent-ils te trouver? Ton blog est où? Eh bien, j'ai malheureusement arrêté mon blog régulier. J'ai eu plusieurs années, peut-être 10 ans de blogging, dont beaucoup sont des commentaires plus larges sur des questions géopolitiques qui étaient sur grahamefuller.com. Il y a donc une longue histoire de blogging de ce genre. Plus récemment, j'ai été, je le crains, paresseux de mon propre chef, et je l'ai simplement envoyé à Chas Freeman, qui a une très bonne liste de diffusion de son propre blog. Je devrais peut-être me remettre à le faire. Quoi qu'il en soit, Graham Fuller vous ramènera à de nombreux anciens numéros, dont beaucoup sont encore très pertinents aujourd'hui,
Et puis, sur la liste de diffusion du salon de Chas Freeman, Chas diffuse régulièrement mes articles quand je les lui envoie. Je mettrai tout cela dans la description de cette vidéo. Graham Fuller, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal d'avoir posé des questions vraiment très provocantes et intéressantes. Merci.